Problèmes logiques et ontologiques dans le projet indépendantiste québécois. L'indépendance du Québec est un sujet de discussion très présent dans notre société. Le projet d'indépendance se concrétise dans les plans et programmes de certains partis politiques. Il y a simplement des partis politiques qui postulent l'indépendance du Québec. C'est une réalité que personne ne peut nier. Nous, l'équipe d'Anthropos Vision, avons sincèrement sympathisé ne signifie pas nécessairement être d'accord avec le mouvement indépendantiste québécois. Nous avons étudié un peu l'histoire du Québec. Nous voulons dire que nous ne partons pas du néant épistémique. Nous savons ce que nous disons. Comme nous sommes dialectiques, nous allons commencer par dire ce que nous n'allons pas faire dans cette analyse. On ne fera pas une analyse historique de l'indépendance du Québec. On ne fera pas une analyse sociologique de l'indépendance. On ne fera pas non plus une analyse économique de l'indépendance du Québec. Nous ne ferons pas une analyse historique du soi-disant droit à l'autodétermination des peuples. Nous retiendrons seulement que ce droit n'a pas toujours existé. Avant, ce qui existait était la loi du plus fort. L'exemple classique est Rome. Nous allons nous consacrer uniquement à l'analyse logique, ontologique, épistémologique du projet d'indépendance québécois. Il est évident qu'une analyse de ce type doit se référer à la réalité matérielle dont nous sommes tous témoins. La philosophie doit toujours se référer à la réalité qui englobe la vie des gens, et ce processus d'indépendance englobe la vie de chacun des membres de la société québécoise, donc la philosophie doit y faire face. Ce projet nous touche tous matériellement. Passons à l'analyse. Pour commencer, il faut retirer l'idée même d'autodétermination, bien qu'on l'appelle autodétermination démocratique, comme une idée mal formée, précisément parce que l'auto n'est rien d'autre que l'hypostase métaphysique de la cause à sui. Ça veut dire se donner l'existence, ce que d'un point de vue théologique, seul Dieu peut faire pour les personnes qui croient en Dieu. Nous ne voulons pas ignorer les processus réels qui peuvent être dénotés par cette idée mal formée. Il s'agit simplement de reconceptualiser ces processus effectifs de manière intelligible. Que l'autodétermination, l'indépendance soient des idées métaphysiques ne signifie pas que les révoltes dans les Balkans, la disparition de la Tchécoslovaquie, les tensions entre Juifs et Palestiniens ou le projet d'indépendance du Québec lui-même sont des réalités métaphysiques. Ce sont des réalités très positives. Nous voulons simplement signaler que c'est une erreur de les conceptualiser comme des processus d'autodétermination ou réelle indépendance. Ce sont toujours, comme tout processus causal, des processus de codétermination et de codépendance. Ce qui est couvert par le concept d'autodétermination, c'est soit la décision d'une élite qui agit au sein d'un peuple donné, soutenue par d'autres États, de se séparer de l'État dont elle fait partie, et donc l'autodétermination est une manière métaphysique de désigner un mouvement de sécession. Soit c'est la lutte d'un peuple contre l'État envahisseur et, par conséquent, l'autodétermination est une manière métaphysique de désigner une guerre d'indépendance. Ou c'est la lutte d'un peuple colonisé contre l'État ou l'empire prédateur, et donc c'est une guerre de libération coloniale ou nationale. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est confondre toutes ces situations et d'autres avec des noms communs de prétention sublime comme autodétermination, indépendance. On voit que le projet d'indépendance du Québec a quelques points obscurs et ces points obscurs ne sont pas exclusifs au projet d'indépendance du Québec. Au contraire, ils sont communs à tous les projets d'indépendance, de séparatisme, de sécessionnisme. On peut l'appeler comme on veut à la fin, c'est toujours une partie qui veut être séparée d'un tout déjà composé. Ces points obscurs, à cause de leur importance matérielle, nous allons les formuler en différentes questions. Malheureusement, ces questions ne reçoivent pas de réponse claire et précise de la part du mouvement indépendantiste québécois. C'est qu'ils n'ont même pas voulu y répondre.
Peut-on considérer ces questions comme des questions limites au projet d'indépendance du Québec? Revenons à la question de la cause à suivre et formulons la première question comme suit. Quelles sont les sources du droit qui autorisent les Québécois à décider quoi que ce soit, d'un point de vue logique et d'un point de vue politique, du réel politique? Les Québécois eux-mêmes n'ont aucun droit. Ils y ont droit en tant que Canadiens et non en tant que Québécois. Tout comme les Ontariens ou les Manitobains ont des droits en tant que Canadiens et non en tant que personnes qui vivent dans leurs provinces respectives. L'affirmation « Les Québécois ont le droit de décider de leur avenir » est clairement une pétition de principe. Pourquoi les Québécois auraient-ils plus le droit de décider de l'avenir d'une partie du Canada qu'un Ontarien ou un Manitobain? Surtout que le Québec est une partie formelle et matérielle du Canada. Un autre point est que décider de l'avenir n'a aucun sens logique. L'avenir, chers amis, n'est décidé par personne. Comment est-il possible qu'un peuple veuille décider de son avenir? D'un point de vue épistémologique, cela n'a aucun sens. Si l'énoncé suivant existe, et nous savons qu'il existe parce que c'est un slogan politique au Québec, le peuple québécois est libre et a le droit de décider. La question épistémologique qu'il faut rapidement formuler est la suivante. Pourquoi n'exerce-t-il pas ce droit? Pourquoi ne pas concrétiser son droit de décider? Quel besoin y a-t-il d'un référendum? Si le peuple ne procède pas à la matérialisation de cette affirmation, c'est parce que cette affirmation est catégoriquement fausse. Le peuple québécois n'est ni libre, ni a le droit de décider. Si vous avez le droit de faire quelque chose, vous le faites. Point final. C'est comme dire, j'ai le droit de me couper les cheveux et je dois ensuite demander la permission à ma mère. La deuxième question est la suivante. Quels pays soutiennent la cause indépendantiste québécoise? Quelle est la position de la France, mère patrie? Quelle est la position de la francophonie? Si on ne connaît pas la position de la France et de la francophonie, il est matériellement impossible que l'indépendance du Québec se matérialise parce que ces pays seraient les interlocuteurs au niveau international du projet d'indépendance du Québec. Nous rappelons que d'un point de vue logique, épistémologique, l'autodétermination, l'indépendance n'existe pas. Ce qui existe, c'est la codétermination et la codépendance. La troisième question est la suivante. Quelles sont les communautés ethno-culturelles québécoises qui se sont prononcées en faveur de l'indépendance du Québec? Qu'en est-il de la communauté haïtienne, chinoise, musulmane, latine, juive, etc.? Et il faut tenir compte de ces communautés parce qu'elles font partie formellement et matériellement de la société québécoise. C'est de l'idéalisme total et flagrant que de penser que seuls les Québécois de souche peuvent décider d'une chose aussi importante que l'indépendance du Québec vis-à-vis du Canada. Surtout quand le Canada est un vrai tout politique. C'est un pays qui a un siège à l'ONU. La richesse économique et politique de ces communautés au sein de la société québécoise est évidente. Il est donc évident que leur position est importante et déterminante sur l'enjeu qui nous occupe. La quatrième question est la suivante. Avec quel groupe militaire stratégique le Québec va-t-il s'allier? Parce qu'il ne peut pas rester sans appartenir à un bloc géostratégique. Le Québec restera-t-il un allié du Commonwealth? Le Québec rejoindra-t-il l'OTAN? Il est impossible que la thèse pacifiste continue à circuler dans la société québécoise. Nous ne vivons pas dans un monde pacifique. Le monde n'a jamais été pacifique. Soyons mûrs en tant que société et acceptons que nous ne soyons pas pacifistes parce que si nous acceptons que nous sommes pacifistes, nous nions que nous sommes humains, aussi simple que cela. L'homme est un animal volontaire et veut toujours satisfaire ses différentes fins. Nous savons qu'il est politiquement incorrect de dire la phrase d'Héraclite « La guerre est la mère de toutes choses », mais nous devons au moins en tenir compte quand on parle des vraies choses. La cinquième question est la suivante. Quelle est la mission diplomatique, artistique, économique, culturelle qui défend l'idée d'indépendance du Québec dans la sphère internationale? Ce type de mission n'existe pas dans le mouvement indépendantiste québécois et devrait exister. Chaque mouvement d'indépendance à travers l'histoire a toujours cherché un soutien international.
Tout mouvement indépendantiste sérieux dans l'histoire a toujours pris des mesures dans cette direction. Tous ces mouvements ont passé à l'action de propagande idéologique de son programme politique indépendantiste. La 6e question est la suivante. Quelles sont les institutions qui se sont prononcées en faveur de l'indépendance du Québec? Qu'en est-il des instituts de recherche, fondations culturelles, églises, universités, etc.? Nos ennemis théoriques pourraient répliquer que les institutions auxquelles nous nous référons sont toutes apolitiques. Et c'est vrai dans une certaine mesure, mais c'est là que réside la force d'un mouvement politique comme l'indépendance lorsqu'il est capable de politiser ce qui est initialement hors de portée du politique. Il n'y a pas eu de mouvement d'indépendance dans l'histoire du monde où les institutions n'aient pas été contraintes de prendre position politiquement. Ça n'existe pas au Québec. La 7e question est la suivante. Quelle est la position des États-Unis, empire et voisins du Québec? Quelle est la position de l'Allemagne, de la Chine, de l'Angleterre, de la Suède, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, etc.? Tous ces pays sont des puissances ou des sociétés occidentales. L'opinion de ces pays par rapport à l'indépendance du Québec est importante et déterminante. Aucun mouvement d'indépendance n'a été mené sans l'aide et les efforts des puissances alliées. Quelle est l'aide internationale au mouvement indépendantiste québécois? Malheureusement, cela n'existe pas dans la réalité politique internationale. Le mécontentement avec lequel les États-Unis ont accueilli le référendum de 1995 est un fait historique. Quel intérêt les États-Unis pourraient-ils avoir, qui nous le répétons est l'Empire du Québec, qu'on le veuille ou non, comme l'est l'Empire du Canada aussi, à laisser le Québec se séparer du Canada? Cette possible séparation, d'un point de vue géostratégique, les États-Unis pourraient l'interpréter comme une extension de la France, ancien ennemi, dans leur arrière-cour. Et ça, jamais les États-Unis ne le permettront. Les États-Unis ne permettront jamais à une puissance nucléaire d'exercer une influence géopolitique dans son arrière-cour. Jamais. Nous devons nous rappeler que les autos de l'autodétermination sont de la pure métaphysique. Ce qui existe et a toujours existé, c'est la codétermination. Et l'indépendance du Québec est codéterminée logiquement et ontologiquement à la décision des États-Unis. Malheureusement, cet appui, l'appui de l'Empire, est absent de la réalité politique québécoise. Historiquement, les mouvements indépendantistes sont le résultat de l'affaiblissement des organisations politiques antérieures. Jamais dans l'histoire il n'y a eu de projet d'indépendance dans une organisation politique solide et forte, comme c'est le cas au Canada. Le Canada est un pays solide, fort et puissant, et personne ne peut le nier. Le formalisme des résolutions 1514 et 1541 de l'ONU est évident. Résolution 1514. Toute tentative de briser une unité nationale est incompatible avec la Charte de l'ONU. Résolution 1541. Les peuples sont titulaires du droit à la libre autodétermination sur la base de 2 critères fondamentaux. 1. L'existence de différences ethniques et culturelles. 2. Séparation géographique entre colonies et métropoles. Le Québec en tant que pays, nous acceptons en toute honnêteté la thèse qu'il est et devrait être un pays, remplit seulement et jusqu'à un certain point le point numéro 1. Nous savons que les différences culturelles entre le peuple québécois et ce que nous appelons rock existent, et pour faire court, nous dirons seulement que ces différences sont évidentes dans les concepts protestants et catholiques. Le rock est majoritairement protestant et Québec catholique. Mais en même temps, les différences sont assez atténuées lorsqu'on applique le concept de christianisme au concept précédent. Et le résultat est chrétien protestant et chrétien catholique. D'un point de vue théologique, culturel et historique, nous sommes tous des enfants de Jésus, et ce, au-delà du fait que nous croyons ou ne croyons pas. En ce qui concerne les langues anglaises et françaises, nous comprenons que la langue est un trait identitaire du premier ordre ontologique. Les 2 langues sont structurellement différentes, mais les 2 sont universelles. Ce sont 2 langues impériales.
Que cela nous plaise ou non, c'est autre chose. Le deuxième point qui fait référence à la séparation géographique est extrêmement compliqué. Analysons ce point. Historiquement, les mouvements indépendantistes, lorsqu'ils partagent la même couche tectonique avec le pays ou l'empire dont ils veulent se séparer, ces derniers subissent aussi les conséquences de l'indépendance, tombent dans une récession économique, des déséquilibres sociaux, des guerres intestines. Tout simplement parce qu'une partie du tissu structurel politique a été perdue. Il faut se rappeler que lorsque les anciens pays soviétiques ont obtenu leur indépendance, tous sont tombés dans des crises sociales, des récessions économiques qui ont fait des milliers de morts. Même la Russie est tombée dans une crise politico-économique dont elle ne s'est pas encore remise. Quel intérêt le Canada pourrait-il avoir en tant que puissance mondiale à tomber dans une crise économique et politique due au mouvement indépendantiste du Québec? Peut-on considérer le mouvement indépendantiste québécois comme une utopie? D'un point de vue philosophique, l'utopie peut être interprétée de plusieurs façons. L'utopie signifie littéralement non-lieu. Afin d'accélérer la présentation, nous n'utiliserons qu'un des paramètres caractéristiques de toutes les utopies, à savoir, toutes les utopies vous présentent un monde idéal mais ne vous disent pas comment y arriver. Il n'y a pas d'utopie qui ne soit parfaite ou presque parfaite dans sa présentation. Ce sont tous des lieux magiques, idylliques. Mais les utopies n'expliquent pas les chemins, les stratégies, les opérations nécessaires pour pouvoir arriver à ce monde utopique. Les utopies indiquent le lieu, mais pas le chemin pour y arriver. Le projet d'indépendance du Québec, en ne répondant pas clairement et précisément aux questions posées, est une utopie à part entière. Comment devenir un pays quand il n'y a pas de projet politique solide ni chez soi ni à l'étranger? Une réponse très courante à ces questions est « chaque chose en son temps ». Eh bien, cette même réponse représente l'idéalisme du projet d'indépendance du Québec, parce que tout projet indépendantiste doit acquérir une influence mondiale pour pouvoir ensuite se légitimer, et cela demande beaucoup de temps, d'efforts, de sacrifices économiques et humains. Et cette réalité est absente du scénario géopolitique. Toutes ces questions tracassent beaucoup d'indépendantistes. Nous avons vérifié en parlant avec beaucoup de nos amis qui sont de fervents indépendantistes, mais d'autres ne se sont même pas posé ces questions. Nous avons perdu des amis pour le simple fait de poser ces questions et de défendre un certain matérialisme, un certain réalisme politique dans l'analyse du projet d'indépendance du Québec. Le mouvement indépendantiste est présenté comme un totum desiratum, c'est-à-dire que c'est juste que nous le désirons. Nous voulons être un pays. Nous ne nous demandons pas quelles sont les capacités réelles dont nous disposons pour pouvoir mener à bien notre projet. Nous ne faisons rien de vraiment important pour que le projet se concrétise. Nous n'acceptons pas comme réponse que le Parti québécois doit d'abord rejoindre le gouvernement pour amorcer le processus d'indépendance. Tous les partis politiques dans le monde qui représentent actuellement des mouvements indépendantistes sérieux et cohérents ont des personnalités politiques en exil, en fuite ou en prison. Tous ces partis politiques font du bruit dans le monde entier. Même lorsque les mouvements d'indépendance gagnent en force, ils peuvent être utilisés comme armes de chantage politique, voir la Chine menacer l'Espagne de reconnaître le droit de la Catalogne à l'autodétermination, voir les États-Unis reconnaître l'indépendance du Tibet et de Taïwan vis-à-vis de la Chine. Le Parti québécois n'a pas cette représentation mondiale. En analysant ou en répondant à ces questions, nous pouvons tous nous rendre compte que le processus d'indépendance n'est pas facile du tout. Nous avons déjà évoqué les pays ex-soviétiques qui sont tous tombés dans de grandes crises sociales, des guerres internes après leur indépendance. La même chose s'est produite avec tous les pays africains qui sont devenus indépendants dans les années 1960. Chacun d'entre eux est tombé dans des guerres internes qui ont fait des milliers de morts et des prisonniers. Mais si nous prenons la décision de faire l'indépendance, la réflexion à faire est la suivante. Nous savons qu'historiquement, les processus d'indépendance sont violents. On sait aussi qu'historiquement, les auteurs intellectuels des indépendances ne sont pas ceux qui les combattent. Les guerres d'indépendance et de sécession sont déclarées par les élites, par les journalistes,
par les professeurs d'université, par les sociologues fondamentalistes de l'essence nationale, et c'est le peuple qui en souffre et qui en paie le prix. Et cette réflexion qui s'impose à quiconque prend au sérieux et avec réalisme le projet d'indépendance québécois nous amène à formuler la question qui s'impose aussi à quiconque prend cela au sérieux. Et la question est la suivante. Qui va être la chair à canon? Qui va être devant les fusils qui vont s'opposer au projet d'indépendance? Parce qu'il est certain qu'il y aura de l'opposition. Qui sont ceux qui iront en prison ou en exil pour avoir défendu l'indépendance? C'est la fameuse question de Jean-Paul Sartre. Partir à la guerre ou rester à la maison et soigner ma mère qui est malade? Est-ce que ce seront nos enfants qui affronteront les balles ennemies? Ce sont des questions philosophiques, existentialistes par essence. Nous participons à un projet politique presque impossible. Analysant les conditions matérielles de notre présent historique, nous participons à un projet qui, s'il se réalise, nous obligera à faire face à l'un des pays les plus riches du monde, le Canada, et à affronter le plus grand empire qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité, les États-Unis. Mais les possibilités réelles que dans notre existence ces projets se réalisent sont nulles. Alors nos enfants seront-ils les protagonistes d'une telle entreprise? Ce sont des questions que nous devons tous nous poser, que nous les aimions ou non, et que nous aimions ou non les réponses. Nous connaissons la fameuse réponse « Nous avons le droit de rêver de notre pays ». C'est vrai, nous n'en doutons pas. Et justement, comme nous rêvons notre pays, nous déclarons que c'est un idéalisme, chers amis, et que les idéalismes peuvent nous apporter des conséquences négatives. Aucune des personnes qui vivent actuellement au Québec, aucune des personnes qui naîtront dans les 50 prochaines années au Québec ne verra la disparition de la langue française ou de la culture québécoise. Même en poursuivant les mauvaises politiques en matière de francisation et d'immigration, la province de Québec en tant que province francophone continuera d'exister pendant les 200 prochaines années. Seule une grande guerre ou une très grande catastrophe naturelle peut changer le cours historique d'une culture. Il n'est pas facile de changer la démographie d'un pays, même des régions. Nous répétons que c'est une impossibilité démographique que la communauté francophone québécoise puisse disparaître dans notre existence. Tout cela fait partie d'une stratégie de peur avec une base réelle. Le danger de disparition existe, mais aucun de nous ne connaîtra cette réalité. On parle d'un point de vue strictement philosophico-existentiel. Nous allons tous mourir dans une société qui parlera français et anglais et où la culture québécoise devra continuer à lutter pour sa survie, comme elle l'a été jusqu'à présent. La lutte pour la survie, dont nous nous souvenons, doit être pacifique parce que les possibilités matérielles, qu'il en soit autrement, sont nulles. Qui va faire l'indépendance avec un fusil? Personne. Mais s'il y a des gens qui sont prêts à poursuivre le rêve, allez-y. Nous vous souhaitons bonne chance et si nous pouvons vous aider, nous vous aiderons, toujours avec notre analyse matérialiste de la réalité qui peut tous nous affecter. À la prochaine contradiction, mes chers amis.